Bienvenue sur MedTalks, le podcast qui discute sans filtre des coulisses de la health tech avec des fondateurs du monde de la santé. Autrefois soignante pendant 10 ans au service des patients et des équipes, j'aide aujourd'hui les startups de la santé à être plus visibles et à booster leurs ventes grâce au SEO. Je m'appelle Naïma Raël et je vous invite à plonger avec moi au cœur d'histoires et d'entretiens avec des fondateurs de startups qui révolutionnent la santé. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir William Godard, le cofondateur de Vertexa Digital Therapeutics. Aujourd'hui, il se livre au micro de MedTalks sur son parcours et son engagement à développer des solutions thérapeutiques accompagnant les patients atteints de TCA grâce à la réalité virtuelle. De la genèse de Vertexa aux défis rencontrés sur le terrain, William nous plonge dans les coulisses de sa solution et de son déploiement. Si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute! Bonjour William, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, écoute, je te remercie. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je t'accueille aujourd'hui au micro de MedTalks. On a plein de trucs hyper intéressants à se dire. Alors, tu es du coup le cofondateur de Vertexa. Tu vas nous en dire plus. Parle-nous un peu de ton parcours pro et de ce qui t'a amené à tourner vers l'entrepreneuriat. Alors mon parcours pro, il a été semé d'embûches. Je suis allé de domaine en domaine en passant quand même un bon moment de ma carrière dans la grande distribution. Donc rien à voir avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais initialement j'avais quand même fait des études scientifiques dans le domaine nucléaire et notamment les applications dans le domaine médical. Donc c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et puis, j'avais déjà créé 2 ou 3 sociétés et j'avais à cœur de revenir un peu dans le milieu médical. Et j'ai eu la chance de rencontrer mes 2 associés que sont Kathleen Jacques et Dr Vincent Florent il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, ça m'a permis de créer cette nouvelle société dans le domaine médical. Parle-nous un peu de ta société du coup. Quel segment tu as choisi? Donc, nous, elle s'appelle Vertexa. Hein. On fait de la thérapie digitale en réalité virtuelle et on se concentre principalement pour le moment sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, on a une première application qui est déjà commercialisée qui vise à traiter les personnes qui souffrent d'anorexie mentale et de boulimie. Et on est en train de travailler sur un deuxième produit sur l'hyperphagie boulimique qui mène à l'obésité. Pourquoi tu as choisi ces segments en particulier? Alors personnellement, c'est pas moi qui les ai choisis puisque j'ai rejoint l'équipe qui travaillait déjà sur le projet. Et le docteur Florent, il est vraiment spécialisé. C'est un médecin nutritionniste à la base. Il officie en tant que tel au centre hospitalier d'Arras dans le Pas-de-Calais. Malheureusement, on est méconnu. On est maintenant connu pour un mauvais événement qui s'est déroulé il y a un mois, mais sinon il se passe plein de belles choses à Arras. Lui, il est chef de service du service nutrition au centre hospitalier d'Arras et il a construit des parcours d'hôpitaux de jour qui sont labellisés par l'ARS pour la prise en charge des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est lui qui a cette appétence à la base et qui nous a amené à travailler sur le sujet au sein de Vertexa. Donc du coup, quand il a eu cette idée de vous orienter vers les TCA, comment vous avez validé votre marché? Est-ce que vous avez eu un retour des cliniques ou des patients? Comment vous avez validé la demande? Alors, on n'a pas validé la demande de suite. Comment est vraiment venue l'idée de créer la société, c'est que lui, il avait mis en place des parcours de soins qui fonctionnaient très très bien à l'hôpital et qui avaient des bons résultats sur les patients. Et puis quand est venu le Covid, les services de l'hôpital ont fermé pour se concentrer uniquement sur les patients Covid. Et du coup, les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ils se sont retrouvés loin du parcours de soins. Et Vincent s'est posé la question de comment pouvoir continuer à traiter ces patients-là sans avoir besoin de les voir des journées entières à l'hôpital, puisque de toute façon c'était fermé. Et donc il s'est orienté vers une digitalisation du parcours de soins et on s'est orienté vers la réalité virtuelle parce que c'était ce qui était le mieux adapté en termes d'outils pour traiter différents symptômes et notamment le trouble de l'image corporelle par exemple. Et du coup, quand vous avez, je sais pas si du coup la solution là, elle est déjà conçue et déployée. Vous en êtes où à ce niveau-là? Alors, on a une preuve de concept qui tourne déjà depuis le mois de mai chez certains clients. Et là, on a une deuxième version qui va sortir à la fin du mois de novembre, qu'on va présenter en congrès, et qui concernera que l'anorexie et la boulimie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obésité, ça viendra dans un second temps. Et donc là, on est pressé d'aller l'installer chez un maximum de clients et d'en faire profiter, bien sûr, à un maximum de patients. Ouais,
Je veux bien le croire. Et donc, par rapport à cette preuve de concept, c'est quoi vos premiers retours? Alors, les premiers retours, c'est que on a vraiment 100% de patients qui sont satisfaits de la solution. Je parle de patients qui ont accepté de mettre le casque sur la tête. On a quand même certains patients qui sont réticents à faire le parcours, parce qu'aujourd'hui, notre parcours, il est proposé comme une activité normale du parcours de soins chez nos clients. Et le patient, il a le choix d'accepter ou non de suivre la thérapie. À partir du moment où il l'accepte, on a vraiment 100% de patients qui sont satisfaits, et notamment deux grands côtés positifs. Le premier, c'est que ça leur permet d'avoir un moment d'évasion par rapport à la vie réelle, qui est plutôt compliqué pour eux, parce qu'ils ont des troubles qui sont très impactants. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'ils sont face à une machine qui leur parle. Une machine, c'est humanisé parce qu'on a un compagnon qui accompagne nos patients dans le parcours. Mais le fait que ce soit pas un professionnel de santé humain qui leur parle pendant ces sessions de 3/4 d'heure, ça leur permet de pouvoir évoquer leur maladie sans avoir peur du jugement humain du professionnel de santé. On a des professionnels de santé qui sont bien entendu hyper empathiques et géniaux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a toujours le côté potentiel jugement de la part d'un être humain qui est souvent mal vécu par les patients. Alors que dans le cadre d'une thérapie en réalité virtuelle, ce côté-là, il est complètement élucidé, on va dire. Toi, c'est un peu le retour que tu as par rapport à l'image de soi pour ces patients-là, c'est compliqué? C'est des patients qui ont une maladie mentale, donc aujourd'hui le quotidien il est pas toujours euh, génial pour eux. Ils se posent beaucoup de questions, ils ont beaucoup de troubles et il y a beaucoup de symptômes qui sont afférents à la maladie. Donc le fait de s'évader comme ça à 3/4 d'heure dans un environnement de jeux vidéo qui est sympa, ça leur fait du bien. Et, euh, et du coup, au niveau de l'accompagnement des TCA, est-ce que vous survenez en prévention des rechutes ou c'est chez les patients déjà identifiés? Ouais, non, nous on intervient vraiment chez des patients déjà identifiés. On fait pas de prévention pour le moment. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire à l'avenir, mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Donc aujourd'hui, on arrive on vient traiter des patients qui ont déjà le trouble du comportement alimentaire installé. Malheureusement, les clients qui nous font confiance aujourd'hui, c'est plutôt des centres spécialisés et donc eux ont déjà des compétences et ils nous utilisent comme un moyen de prendre en charge différemment les patients. Mais notre idéal à terme, ce serait de réussir à venir dans des centres non spécialisés ou même en médecine en ville qui reçoivent les patients avec le début de trouble du comportement alimentaire. Et nous, on viendrait directement s'immiscer au début du trouble pour pouvoir le traiter dès son apparition. Mais ça, c'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est justement l'une des questions que j'allais te poser parce qu'actuellement, si je ne me trompe pas, vous travaillez avec des cliniques et des hôpitaux. Oui. Est-ce que vous avez d'autres types de partenaires ou vous ciblez d'autres partenaires à l'avenir? Nous, on cible les professionnels en ville. Hier, j'étais avec un psychiatre parisien. Ce matin, j'étais avec une diététicienne libérale à Lille. C'est des gens qui sont intéressés par notre solution. L'installation en ville, je pense qu'elle va être un peu plus compliquée du fait de manque de moyens financiers. Malheureusement, en France, les patients sont pas habitués à dépenser un seul euro pour leur santé. Donc ça, c'est un vrai frein pour notre développement, pour toutes les startups en santé en France de toute façon. Et je pense que notre installation chez les professionnels en ville sera vraiment facilitée d'ici 2 ans, j'espère, lorsqu'on aura fait le chemin du remboursement et que notre solution sera prise en charge par la sécurité sociale. Tu penses qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là dans le rapport à l'argent qu'on a dans le milieu de la santé? Il y a quelque chose à faire. Je vais faire une réponse basique en disant oui. Aujourd'hui, on est tous capables, en tout cas tous ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont capables d'acheter des iPhones à 1 300 € ou 1 500 €. Je sais même pas combien ça coûte, mais je sais que ça coûte cher. Par contre, quand on demande à quelqu'un de mettre 2 € pour une boîte de Doliprane, enfin, je sais pas si toi t'en connais, mais moi je connais personne qui a envie de les mettre. Donc, on est quand même dans un système aujourd'hui qui fait que la santé c'est gratuit en France. Et c'est comme ça, c'est installé. C'est pas moi qui vais changer ça, et je pense que ça mettra longtemps, si ça doit changer à un moment en tout cas. Et tu penses que c'est un frein au développement des startups? Bah oui, parce que quand on fait une start-up en santé, il y a différentes étapes. Il y a la création du produit où tout le monde trouve ça génial, et puis après il y a l'utilisation par des patients. Donc l'utilisation par des patients, c'est soit des professionnels de santé qui décident d'investir dans ta solution
Ils la mettent à disposition de leurs patients parce qu'ils sont convaincus et ils veulent traiter des patients, mais du coup, ils investissent sur leurs propres deniers, que ce soit des pros en ville ou des centres de soins, hein. Et puis après, il y a le fait de passer par le remboursement pour le mettre à disposition des patients gratuitement, ou alors si on veut aller plus vite, il faut que les patients payent pour leur santé. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un vrai frein. Aujourd'hui, on voit pas beaucoup de patients qui sont capables de payer pour leur santé. Tu penses que c'est une question d'argent ou d'état d'esprit? Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, le fait de pas payer pour sa santé, c'est valable pour des gens qui ont peu de moyens, mais c'est aussi valable pour des gens qui ont beaucoup de moyens. Malheureusement, même des gens riches aujourd'hui, on en voit quand même peu qui sont capables de payer pour leur santé. Ils n'ont pas envie. Donc, je pense que c'est d'abord un problème d'état d'esprit. Et puis après, c'est aussi un problème de moyens. Enfin, je veux dire, nous, parmi des patients, on aura aussi des patients qui ont peu de moyens et qui parfois ont du mal à s'alimenter correctement aussi par faute de moyens, qui vont tomber dans un phénomène d'obésité parce qu'ils mangent mal par faute de moyens. Et ben ces patients-là, s'ils ont déjà du mal à acheter des aliments corrects pour s'alimenter, ils vont encore moins avoir de moyens pour se payer une thérapie digitale. Mais du coup, est-ce que tu penses pas que l'alimentation, c'est aussi, enfin, c'est plus une question d'éducation thérapeutique que d'argent? Il y a les deux. Je pense qu'il y a une réalité économique aujourd'hui qui fait. Alors, j'ai mon passé de la grande distribution qui va ressortir, hein, Mm. mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de citoyens français qui ont du mal à faire leurs courses correctement. Aujourd'hui, si on veut manger correctement, il faut manger des produits frais. Et bah, il suffit d'aller au supermarché hein, pour acheter des produits frais. Aujourd'hui, bah, ça coûte beaucoup plus cher que une conserve bourrée de sel et de conservateurs. Donc, non, je pense qu'il y a une réalité économique aussi qui fait que les gens ont du mal à s'alimenter correctement maintenant. Sans compter qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 50% du budget des Français était consacré à l'alimentation. Et aujourd'hui, on est à peu près à 16 à 17% de ce même budget parce qu'on s'est créé des dépenses autres, que ce soit des loisirs, des besoins numériques. Enfin, je ne change pas, c'est des meilleurs, mais ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est pas moi qui vais la changer. Les gens dépensent beaucoup moins pour leur alimentation qu'auparavant. Donc, voilà. Ça, c'est une réalité sociologique et économique. Je sais pas si on s'est créé d'autres contraintes financières ou si le système a créé un quotidien plus cher sur d'autres domaines comme le loyer ou ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, sur le loyer, mais aussi, enfin, je veux dire, avant Netflix, ça n'existait pas et les gens ils vivaient bien. Mm. Ou toutes ces plateformes de loisirs où aujourd'hui tout le monde le week-end on va tous faire un bowling ou je ne sais pas moi on va créer des. Avant les gens ils faisaient pas ça. Alors notre vie, moi je suis persuadé qu'aujourd'hui la vie elle est quand même meilleure qu'avant, hein. On a toujours tendance à s'auto-flageller en disant ah c'était mieux avant. Bon bah je suis pas trop d'accord quoi. Je veux dire dans les années 50 on mourait beaucoup plus jeune. Il y avait pas que des côtés positifs hein, auparavant. Donc voilà. Ok. Euh, pour en revenir à Vertexa, j'allais te demander. Donc là, on a parlé des partenariats. Donc voilà, vous ciblez des hôpitaux, des cliniques, tout ça. Est-ce que, bon, malgré le rapport à l'argent qu'on vient d'évoquer, est-ce que dans le futur, vous prévoyez d'avoir un développement aussi B2C ou vous allez rester ancré sur le B2B? C'est une question qu'on se pose toujours, hein, et je pense qu'on est beaucoup de startups à se poser cette question-là. Bon, déjà, nous, quand on parle d'anorexie ou de boulimie dans notre première application, on parle quand même de troubles qui sont très graves. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans, hein, pour information. C'est quand même énorme, on s'en rend pas compte, mais donc c'est une maladie qui est très complexe et nous, on serait bien prétentieux de dire qu'on pourrait traiter en B2C l'anorexie, la boulimie simplement en envoyant un casque à une jeune fille ou un jeune garçon à 500 km de chez nous, lui dire tu fais ta thérapie, tu nous renvoies le casque, tu seras guéri. Ça, franchement, c'est pas adapté. Quand on parle d'obésité, c'est peut-être un petit peu différent, même s'il y a beaucoup de comorbidités, c'est moins violent, on va dire. Donc, il y a possibilité qu'on s'oriente vers le B2C à l'avenir sur le côté obésité, mais c'est pas l'orientation qu'on prend immédiatement en tout cas. Hmm. Ça Faut demande jamais beaucoup. oublier que faut jamais oublier que le B2C, en termes de développement de marché, ça demande des moyens bien plus grands pour se faire connaître et pour conclure des ventes. Donc voilà, c'est pour une startup, ça demande des moyens qu'on n'a pas toujours non plus. Il y a ce versant-là et aussi le fait que, comme tu dis, il faut peut-être, c'est plus pertinent d'avoir accès à un accompagnement d'un professionnel pour savoir quel dispositif utiliser ou pas. Mhm. Ouais, ouais. Puis nous, on est de nouveau, on n'est pas un dispositif qui se suffit en soi.
Donc, on a besoin d'avoir des professionnels qui vont prendre en charge les complications médicales quand il y en a. Ouais, et notamment ça. Aujourd'hui, si quelqu'un est dans enfin, est un phénomène d'obésité, il fait Vertexa, il va travailler son trouble du comportement alimentaire, mais si à côté de ça il a du diabète, il va bien être obligé d'être suivi par un médecin qui va lui soigner son diabète. C'est pas Vertexa qui va le soigner. Donc, on a vraiment besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Par rapport à Vertexa, quand vous le déployez dans les structures, est-ce que il y a une démarche de formation par rapport aux soignants ou ça se passe comment? Ouais, au moment du déploiement, le premier jour, on vient passer une journée sur place et on fait tout le parcours avec les professionnels de santé qui seront amenés à proposer la solution aux patients. Et donc, on leur explique pour chaque atelier les tenants et les aboutissants de l'atelier, aussi bien comment on y joue que pourquoi on y joue et quels symptômes ça va venir travailler chez le patient. Donc, c'est un moment important. Et puis après, on a un suivi, on a une hotline où les patients ils nous contactent quand ils veulent, quand ils ont des questions. Mm. Est-ce que par rapport aux patients, tu as eu des témoignages particuliers qui t'ont marqué ou qui t'ont conforté dans ton choix de continuer l'aventure Vertexa? Oui, la première fois qu'on a mis le casque sur un patient, on a une patiente qui a fait un atelier sur le trouble de l'image corporelle. Donc c'était une patiente qui était atteinte de boulimie, qui avait un corps tout à fait normal. Tu la vois dans la rue, c'est monsieur, ça c'était Madame Tout le Monde, quoi. Sauf que cette personne-là, au lieu de se voir comme Madame Tout le Monde, elle se voit très obèse quand elle se regarde dans le miroir. Et donc, elle a fait l'atelier et clairement, elle le savait déjà qu'elle avait un trouble de l'image corporelle, mais le fait de se retrouver dans le casque, de modeler sa silhouette et d'avoir l'ordinateur qui lui dise mais non, tu n'es pas comme tu t'imagines, tu es vraiment différente, ça l'a vraiment choquée. Sans mentir, elle s'est mise à pleurer. Donc, heureusement, on avait des soignants qui étaient là pour l'accompagner. Mais c'était des pleurs à la fois. Elle était malheureuse parce qu'elle se rendait compte qu'elle était malade, bien entendu, même si elle le savait déjà, mais aussi des pleurs de joie parce qu'elle disait il y a peut-être un outil qui va venir m'aider à travailler ça sans que j'ai peur d'être jugé, etc. Donc ouais, ça m'a vraiment marqué. Et c'était la première fois qu'on mettait le casque sur un patient, donc c'était puissant. Ah oui, donc ça t'a vraiment donné envie de continuer, j'imagine. Bah oui, puis en plus c'était rigolo parce que ça date du mois de janvier de l'année dernière. Cette patiente-là, elle était en hôpital temps plein pendant 2 mois chez notre client. Le client, il a contractualisé avec nous au mois de mai. Et cette patiente-là, comme beaucoup de patients qui ont des TCA, ils viennent dans les centres. Et en fait, quand on a installé au mois de mai, cette patiente-là, elle a été de nouveau hospitalisée au mois de juin. Et en fait, elle a pu faire le parcours Vertexa. Donc, elle a été patiente test dans un premier temps. Et puis après, elle a vraiment suivi le parcours. Et du coup, elle était ravie de pouvoir suivre l'aventure avec nous. Donc, c'était une continuité. On est très satisfait de ça. Ah ouais, je vais bien le croire. J'avais une question justement par rapport au retour des patients, parce que j'imagine que voilà, votre solution elle est toujours en itération, vous essayez de l'améliorer, tout ça. Comment vous intégrez les retours et des professionnels et des patients aux modifications? Alors, pour les professionnels, nous, on a un point tous les 15 jours, 3 semaines à la demande du client et puis selon comment il est disponible. Mais on fait des visios tous les 15 jours, 3 semaines où en gros, ils nous font un topo de qu'est-ce qui s'est passé sur les 15 jours qui se sont écoulés, comment les patients ont réagi, est-ce qu'il y a eu des points bloquants, etc. Et donc, on note tout ça et nous, on a un développeur en interne qui prend en charge toutes les recommandations de nos clients et qui redéveloppe le logiciel. Et c'est pour ça qu'on va ressortir une nouvelle version là, à la fin du mois avec tous ces retours-là. Donc, je vais te donner un exemple. On avait fait des études de réceptivité avant le développement du logiciel. Et pour le compagnon, les patients nous avaient dit qu'ils souhaitaient, alors je vais faire un raccourci, mais la conclusion, c'était on veut un compagnon qui soit un homme d'une 50aine d'années, assez réconfortant. Résultat, dans la vie réelle, quand les patients ont fait le parcours, il s'est avéré que c'était pas spécialement ça qu'ils attendaient. Et là maintenant, on a aujourd'hui un compagnon qui est un personnage non genré, qui ressemble plus à un personnage d'aventure de jeux vidéo avec un masque. Et puis ça n'a plus rien du tout à voir avec ce qu'il y avait auparavant. Et ils pensent ils pensent qu'ils seront beaucoup plus à l'aise avec un compagnon comme ça. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je t'écoute parler, je me pose une question par rapport au retour des patients. Est-ce que vous envisagez dans le futur je sais que ça prend de l'argent et du temps, mais de financer peut-être vos propres études cliniques? À partir du mois de janvier, dans le premier centre qui a adopté Vertexa,
Ils ont décidé de lancer une étude clinique avec nous. Donc, en janvier 2024, on lance notre première étude clinique sur le versant anorexie-boulimie avec notre premier client. C'est génial. Ouais. C'est top, félicitations. Merci. J'allais te demander, il y a une question que je t'ai pas posée parce que tu me parlais tout à l'heure de ton développeur. Je me suis demandé, vous êtes combien dans l'équipe du coup? Alors, on est 3 associés. Mhm. Et, comme je l'avais dit tout à l'heure, et on a un salarié à temps plein qui est un développeur informatique, c'est un ingénieur en réalité virtuelle 3D qui nous fait tout le développement du logiciel. Et puis, de temps à autre, on a des stagiaires qui viennent nous rejoindre pour différents sujets. Donc, on a une stagiaire qui a travaillé pendant 5 mois avec nous sur tout notre dossier qualité et affaires réglementaires. Là, on va probablement en avoir une qui va nous rejoindre au mois de janvier, qui sera là pour m'épauler à la fois sur le développement commercial et sur la levée de fonds, par exemple. Et puis, une fois qu'on aura réussi notre levée de fonds, on espère étoffer notre équipe. Super. Et donc, vous avez entrepris à 3. C'est comment d'entreprendre à 3? C'est génial. Après, moi, j'adore entreprendre, donc je suis toujours enthousiaste au fait d'entreprendre. Donc, il y a des gens qui voient que les galères. Moi, je vois plutôt les côtés positifs. Le fait d'être 3, je l'avais jamais fait avant. En tout cas, vraiment 3, ça à 33% comme on l'est. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est assez facile de se mettre d'accord tous les 3 quand même. Hein, ça fait pas trop d'associés. Mais c'est aussi bien, c'est que si jamais on n'est pas d'accord, c'est 2 voix contre une. Et chez nous, c'est la démocratie. Donc, on se range derrière le plus grand nombre de voix, qui est 2. Donc, c'est quand même assez facile. Donc, ça nous permet de décider très rapidement, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Au niveau des compétences, vous avez des profils assez complémentaires? Complètement complémentaires. On est 3 personnes ultra différentes, puisqu'on a un médecin, une chargée de projet en recherche clinique, un chef de projet en recherche clinique, un ingénieur, et moi qui suis vraiment côté entrepreneurial, commerce, marketing, finance. Donc, on a chacun son domaine et on s'interdit d'aller empiéter sur le domaine des uns des autres. On se considère comme experts sur chacun de nos domaines. Donc, on fait valider ce que l'on fait aux autres, plus par acquis de conscience. Mais moi, je vais jamais remettre en cause une décision médicale de Vincent ou une décision sur comment on fait une étude clinique chez Kathleen. Ils sont experts, c'est eux qui décident, quoi. Donc la confiance, c'est important quand on est à 3. Ah si on n'a plus confiance, on arrête, hein, on arrête d'être associé. Pour moi, ça sert à rien, quoi. En parlant de confiance, j'allais t'en parler tout à l'heure. Tu disais que après la levée de fonds, vous pourriez du coup vous structurer et éventuellement grossir. Je te le souhaite. Comment toi tu imagines la culture d'entreprise? Comment tu feras pour construire une équipe vraiment soudée et qui se change justement en confiance? Alors nous, on a de la chance d'être 3 profils complètement différents, mais on est vraiment rejoints sur un truc, c'est que on pense que l'entreprise, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps et il faut qu'on s'éclate. Et on a tous les 3 des enfants. Alors moi, ils sont un peu moins en bas âge que mes collègues parce que je suis un petit peu plus vieux. Je suis un vieux start-upper en fait. Mais quand même, on considère que l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est hyper important. Donc, on accorde beaucoup d'importance à ça. Et pour te donner un exemple, notre développeur informatique, il habite dans la Creuse. Il travaille en 100% télétravail. Tous les soirs à 17h, il nous dit, même quand on est en point, il ose nous dire que il doit aller chercher ses enfants à la garderie, enfin son enfant à la garderie. Et chez nous, c'est pas un problème. On va pas lui en vouloir de quitter une réunion. C'était à nous de rentrer dans les clous. Hein. On sait qu'à 17h, il s'en va. Et donc, on a vraiment cette volonté d'avoir une entreprise dans laquelle les gens ils soient hyper libres. Et ça nous montre aujourd'hui, pour l'instant, que ça marche super bien. Notre développeur, il est hyper compétent, il est hyper performant. Et nous, on pense que c'est en grande partie parce que il travaille de chez lui, il travaille quand il veut. On lui fait confiance, il n'y a aucun flicage. Et du coup, il se donne même ses deadlines lui-même et il les respecte parce que c'est lui qui se les a donnés. Donc voilà, on est dans une entreprise libérée, on va dire. Et sur un modèle avec beaucoup plus de personnes, est-ce que tu penses que le même modèle pourrait fonctionner? Oui, d'autant plus que nous, on n'a pas la volonté d'être une multinationale. Je veux dire, notre business model, il n'est pas fait pour embaucher 5000 personnes. Donc, même si on atteint une taille de plusieurs dizaines de personnes, par exemple, je pense qu'on choisira les profils en fonction de leur capacité à être autonome et grand garçon et grande fille, on va dire. Donc, on croit en ce modèle-là. Et puis, je pense que si on embauche des gens qui se fondent pas dans ce modèle-là, d'eux-mêmes, ils partiront parce que ça marchera pas, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si on revient un peu à Vertexa, il y a une question que je voulais te poser par rapport au développement. Hmm. Euh, donc vous avez un axe B2B, éventuellement peut-être un B2C dans le futur à confirmer. Comment on fait pour développer une solution de réalité virtuelle qui répond autant aux besoins des soignants qu'aux besoins des patients? En fait, nous, on développe une solution qui répond aux besoins d'un patient. Parce que la mission de Vertexa, c'est de traiter des patients. Les professionnels de santé, ils ne sont qu'un maillon de la chaîne qui permet de mettre la solution à disposition du patient. Mais en aucun cas, nous, alors on fait quand même attention parce que c'est eux qui les utilisent. Mais quand on développe une solution, on pense à comment ça va traiter les patients. Et après, on peut adapter en fonction du client ou du professionnel de santé sur comment il va l'utiliser au quotidien. Mais on se concentre avant tout sur les patients. Donc, je pense que la réponse, elle est toute faite. Ok, c'est clair. Euh, alors justement, en parlant des besoins des patients, tout à l'heure, tu me disais que dans le futur, vous envisagez d'augmenter les missions vers l'obésité. Est-ce Mhm. qu'éventuellement, il y aurait d'autres pathologies que vous pourriez traiter, que vous envisagez de traiter avec votre technologie? Alors, des envies et des idées, on en a plein. C'est Malheureusement, vrai. il faut rester focus quand même sur un certain nombre de pathologies. Donc là, on est vraiment sur les troubles du comportement alimentaire à fond et ça va le rester au moins pendant encore un an ou deux parce qu'il faut qu'on aille au bout, qu'on prouve notre concept. Après, on a plein d'idées. Il y a une idée que moi j'aime bien partager parce que j'y crois à fond et c'était du vécu personnel. Euh, c'est la préparation à l'accouchement. C'est un truc tout bête, hein, mais moi je l'ai vécu, j'ai 2 enfants. Quand on fait les stages de préparation à l'accouchement, il y a des médecins, il y a des sages-femmes qui nous disent tout un tas de choses. Et puis le jour où ça arrive, ben c'est jamais comme on nous a dit avant. Hein. Et je pense qu'avec l'aide de la réalité virtuelle, on pourrait projeter des futurs moments dans une salle d'accouchement et lui faire vivre un peu toutes les choses qui sont imprévues. Typiquement, le bébé qui arrive dans le mauvais sens et l'interne qui appelle la gynéco qui est beaucoup plus expérimentée, qui arrive et qui dit bon bah c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et puis qui va utiliser une ventouse ou une épisio ou j'en sais rien, enfin plein de trucs qui sont pas prévus à la base. Et voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait être amené à faire dans le futur et qui seraient des bonnes applications de la réalité virtuelle. Mais du coup, tu verrais ça comment? Comme une projection de moments autour de l'accouchement? Ouais. Ok. En fait, on ferait vivre à la future maman un accouchement virtuel, quoi, entre guillemets. Bon, un accouchement qui se passe bien quand même. Bien sûr, un accouchement qui se passe bien, mais avec des phases de moments où ça se passe pas bien. Et je vais prendre un exemple tout bête, mais moi, quand ma fille est née, à un moment, son cœur a ralenti beaucoup. On a eu la chance d'avoir des professionnels de santé, ils sont toujours géniaux, hein, mais les ceux-là, ils étaient encore plus géniaux. Ils étaient tellement bons qu'on s'en est pas spécialement rendu compte, mais un peu quand même. Je pense que si on nous avait prévenu avant que c'était quelque chose qui potentiellement allait arriver, mais qui allait être traité de cette façon-là ou d'une autre façon, on aurait encore pu faire plus confiance aux professionnels de santé parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Alors qu'avant, tu sais pas que pendant ton accouchement, le cœur du bébé il risque de vraiment chuter parce qu'il y a tel ou tel problème, par exemple. Donc, tu aurais préféré être prévenu à l'avance. Bah oui, je pense que ça aurait été mieux. Alors nous, de nouveau, on a eu la chance d'avoir des gens géniaux, donc ils nous l'ont fait vivre d'une façon très positive. Mais s'ils avaient été peut-être dans un moins bon jour, ils nous auraient peut-être accompagnés un peu moins bien, puis on aurait eu besoin d'avoir un meilleur accompagnement en amont. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être un vrai coup de pouce dans l'accompagnement de pros qui sont déjà fort sollicités, quoi. Voilà, c'est ça. Elle va bien, j'espère. Elle va parfaitement bien. Bon, super. C'est le principal. Ok. Euh, pour en revenir à Vertexa, je t'avais sollicité parce que j'avais vu une interview de toi au Big 2023 où tu expliquais que vous êtes en plein lancement commercial. Donc j'allais te demander Mhm. justement comment ça se passe. Eh ben écoute, ça se passe bien. Je fais beaucoup de visio matin, après-midi pour nous faire connaître maintenant. Euh, Comme toute start-up en santé, alors tout le monde le dit peut-être pas, mais moi je pense que si tu m'interviews, c'est pour que je te dise la vérité parce que sinon ça sert à rien. La start-up en santé, ça fait rêver tout le monde. Nos produits, ils sont excellents. Enfin, je veux dire, ça vient. Moi, je peux le dire, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un médecin qui est plein de bonnes compétences. Le produit, il est canon en soi. Après, il y a le problème de l'adoption et du financement de la solution. Donc, on a besoin de faire beaucoup de rendez-vous, de tomber sur des gens qui nous font confiance.
Donc voilà, on a bon espoir de s'installer dans différents centres au début d'année 2024. Mais faut pas croire, on peut avoir le meilleur produit du monde. Développer une start-up en santé, c'est vraiment pas la panacée. Et donc, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail pour se faire adopter. Et de toute façon, on va devoir passer par la phase d'étude clinique qui validera médicalement notre logiciel pour vraiment exploser en termes commerciaux. Quand tu dis que c'est pas la panacée, tu parles de quel versant? C'est plus réussir à trouver les bons partenaires ou trouver les financements ou c'est un tout ou la charge de travail ou... Bon, en fait, si tu veux, aujourd'hui, nous, on a plein de contacts, par exemple, dans les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics. Ils ont tous envie de tester Vertexa. Alors, ils ont tous envie de tester gratuitement, mais bon, moi, je leur explique que utiliser gratuitement un logiciel, mais c'est un produit d'une startup. On peut pas faire ça parce que nous, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on meurt, quoi. Donc, à un moment, on peut pas le donner gratuitement à tout le monde. Et eux, ils font face à une réalité qui fait que les budgets dans les hôpitaux, ils sont limités ou en tout cas pas toujours fléchés sur de l'innovation. Et donc, même des hôpitaux qui souhaiteraient nous utiliser dès demain, ils font face à une réalité économique qui fait qu'aujourd'hui, il y a des endroits où on aimerait être installé et on ne l'est pas, quoi, par exemple. Donc, on passe par des appels à projets, on passe par des budgets peut-être sur l'année prochaine, par des associations qui vont venir financer une partie de la solution, etc. Et donc voilà, c'est un long chemin. Tu penses qu'on devrait débloquer plus de budget pour l'innovation globalement en France? Alors moi, ce que je vais te dire, j'essaie de le dire à tout le monde haut et fort. Je suis allé écouter une conférence il y a quelques mois maintenant et d'un monsieur qui était extrêmement brillant et il a dit les entreprises françaises, elles n'ont pas besoin de subventions, elles ont besoin de commandes. Et aujourd'hui, moi je pense, par exemple, nous on a eu la chance d'avoir des subventions, on a été lauréat de la bourse French Tech Emergence parce qu'on est labellisé Deep Tech, on a eu une belle somme d'argent. Pour pas la cacher, on a eu 90 000 euros. 90 000 euros, ça permet de payer notre développeur, de développer notre solution. C'est génial et on remercie les pouvoirs publics de nous donner ça. Franchement, on peut pas cracher dessus. C'est génial ce que fait la France pour ça. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Ces 90 000 euros, ça aurait pu être aussi fléché vers 10 établissements de santé en France. Et au lieu d'avoir les 90 000 euros pour développer, on aurait pu aussi dire on va mettre la solution Vertexa 1 an à disposition de 10 établissements de santé en France, un peu partout en France. Et l'établissement de santé n'aurait rien eu à débourser et il aurait pu utiliser Vertexa. Pour nous, c'était du chiffre d'affaires qui rentrait, c'était la même chose qu'une subvention. Par contre, au lieu d'utiliser une subvention pour développer, on aurait utilisé une subvention pour utiliser notre logiciel dans des centres et on aurait récupéré peut-être sur 10 centres, je sais pas moi, 500 patients qui auraient fait le parcours. Peut-être 20 professionnels de santé qui auraient utilisé Vertexa. Et au bout d'un an, au lieu d'avoir utilisé 90 000 euros pour développer, on aurait à la fin un développement et en plus un retour de 500 patients pour s'améliorer. Ça n'aurait pas de prix. Et moi, je pense que si à l'avenir on arrivait à faire ça, ce serait bien. Maintenant, on peut pas le faire pour tout le monde, mais nous, on a une solution qui vient d'un médecin. On n'est pas une solution qui a été faite par un geek dans son garage. Et je pense qu'on a assez de légitimité pour aller s'installer dans des hôpitaux. Et s'il pouvait y avoir quelque chose qui soit fait par les pouvoirs publics, on a une belle agence de l'innovation en santé. S'ils nous écoutent, prenez contact avec moi. Moi, je veux bien pousser des fléchages de budget dans ce sens-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, tu veux dire que si les subventions elles étaient plutôt données aux hôpitaux, du coup, ça permettrait de changer les mentalités et derrière d'ouvrir d'autres portes pour le même domaine? Bah oui, c'est ça. Alors, il faut pas les flécher vers les hôpitaux. Il faut les flécher vers des commandes que les hôpitaux peuvent passer auprès des startups. Vers le budget innovation plutôt, ouais. Exactement. Mais même le budget innovation, je vais être un peu poussif, je suis désolé. Si on donne de l'argent à des hôpitaux pour un budget innovation, ils vont être tentés d'embaucher un chef de projet qui va faire de l'innovation. Non, moi je parle vraiment de l'essor des startups, d'avoir des terrains d'expérimentation pas gratos, quoi. On va payer les startups pour venir installer leur logiciel et le faire tourner dans les hôpitaux. Du coup, ce que tu me dis, c'est que ça permettrait aussi peut-être, oui, de changer les mentalités à grande échelle et de pousser les hôpitaux à peut-être faire plus de place aux solutions digitales dans leur mentalité. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les ARS, il y a la DGOS qui demande aux ARS de se tourner vers le digital. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le futur. France 2030, une des grandes lignes de France 2030, c'est le digital en santé. C'est très bien, tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné.
Mais à la fin, quand on arrive dans un hôpital, il n'y a pas, enfin, je veux dire, je vais te donner un exemple tout bête, hein, mais Vertexa, c'est 1 000 € un casque. Et après, une solution à l'année, c'est 6 000 €. 6 000 € plus 1 000 €, ça fait 7 000 € à l'année pour qu'un hôpital puisse utiliser Vertexa. Entre nous, c'est pas grand-chose, 7 000 € par rapport au budget d'un hôpital. Un CHU, c'est 1 milliard ou 2 milliards d'euros de budget. Mais comme c'est pas fléché vers Vertexa, ben, ils n'ont pas de budget. C'est quand même dommage. Donc, ils savent qu'ils doivent se tourner vers le digital, mais ils n'ont pas de budget pour le faire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans une situation de blocage. Donc il y a encore un travail d'évangélisation à faire auprès des pouvoirs publics. Ouais, ouais, je pense. En fait, ils ont le bon message, mais dans la retranscription, dans la réalité des faits, je pense qu'on va pas jusqu'au bout. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, ça va nous amener aux dernières questions de cette interview. Ce sera une bonne transition. Première question que je pose à tous les invités. Où est-ce que tu imagines Vertexa dans 5 ans? Moi, l'idéal, dans 5 ans, ce serait déjà qu'on ait bien installé nos logiciels sur les troubles du comportement alimentaire, qu'on ait à peu près, alors dans nos projections, on aimerait avoir 500-600 clients actifs en France, enfin on va dire aux 2 tiers des centres de soins et puis un petit peu de professionnels libéraux aussi qui commenceront à se mettre à utiliser la solution. On serait une quinzaine de personnes dans l'entreprise, 15 personnes heureuses de travailler pour nous parce que travailler chez Vertexa c'est trop cool et en plus on soigne des patients. Donc voilà comment on s'imagine. Et puis bon, on a un peu l'ambition secrète aussi de se développer à l'international parce que malheureusement on pense que ce sera plus facile aussi à l'international de se développer parce qu'il y aura moins de freins qu'en France. Donc c'est pas encore écrit, mais on aimerait aussi se développer dans certains pays internationaux en commençant peut-être par l'Allemagne parce qu'il y a des facilités pour les dispositifs digitaux, c'est un petit peu en avance. Et puis pour la version obésité, on se dit que les États-Unis c'est quand même un marché intéressant, donc voilà, si on pouvait aller s'installer là-bas, ce serait chouette. Ok, donc l'internationalisation, ça marche. Si tu pouvais, tu l'as déjà évoqué entre les lignes, mais du coup, si tu pouvais changer un aspect du secteur de la health tech en France, ce serait justement l'évangélisation des solutions digitales, comme on disait. Ouais, c'est donner du budget aux soignants pour utiliser les solutions digitales. Qui se retrouvent pas, tu vois, j'étais encore tout à l'heure avec un CHU, j'avais 10 personnes devant moi qui me disent, non, mais nous, on a trop envie d'utiliser Vertexa. C'est canon, on veut utiliser Vertexa. Eh ben, je sais qu'avec ce CHU, il va se passer au moins 6 mois avant de réussir à trouver un budget pour pouvoir installer Vertexa et probablement qu'on va devoir aller demander des budgets. Tu vois, il y a un autre CHU avec qui on est un peu plus avancé. On en est à trouver la moitié du budget via le Rotary Club local qui a accepté de leur donner de l'argent pour utiliser Vertexa. Bon, c'est cool, hein, tu vois, on y arrive, on est débrouillard et tout, mais pour trouver 7 000 €, c'est quand même un peu. Moi, je trouve ça dommage. Ah oui, quand même. Pour parler tout à fait pour parler tout à fait franchement, parce qu'on est là pour ça. C'est ça, exactement. Dernière question, William. Si tu pouvais conseiller quelque chose à un entrepreneur qui se lance dans la santé, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Euh, Moi, je pensais qu'en venant déjà de l'entrepreneuriat d'ailleurs, et je suis quelqu'un qui a toujours été très vite dans les business, je me suis dit, je vais réussir à faire mieux que tout le monde. Bon, c'était un petit peu prétentieux, mais je me suis dit, Humblement. voilà, non, mais je me suis dit, je suis un peu plus âgé que la plupart des start-upers, peut-être que je connais des raccourcis, et enfin, j'étais pas sûr de moi, mais je me suis dit, avec mon expérience, je vais peut-être réussir à faire mieux. Force est de constater que ça marche pas comme ça. Donc, tu retombes quand même de ce que tu pensais pouvoir faire de mieux. Donc, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans une startup dans la santé, c'est de se dire, il va falloir être patient et il va falloir prévoir de quoi vivre pendant 2 ou 3 ans avant de pouvoir vraiment se tirer une rémunération et d'avoir son produit qui va percer sur le marché. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir devenir millionnaires au bout d'un an, alors je voulais pas être millionnaire parce que moi c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est de traiter des patients. Mais s'il y en a qui pensent être millionnaires dans les 2 ans en créant une startup en santé, ben, je pense qu'ils vont se tromper. Soyez patients. Ok, c'est noté. Bon, William, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Et voilà, c'est la fin Merci à toi pour l'invitation. avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous.